Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, à votre magazine, votre réponse. Pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir pour vous Maître Corneille Moulumba. Il est cofondateur de l'UDPS et avec lui, nous allons devoir débattre des questions chaudes de l'actualité du pays. Et je m'en vais dire bonsoir. Bonsoir, maman. Merci d'être parmi nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. Et d'entrée de jeu, Maître Corneille, nous allons évoquer d'abord la question de la congolité. Cette question qui a fait couler beaucoup d'encre jusque-là. Et vous, en tant que cadre, en tant que cofondateur de l'UDPS, quel regard vous avez face à cette loi de Tchani? Par rapport à la question que vous posez, qu'il y a beaucoup de malentendus. Je pense que les auteurs n'ont pas suffisamment communiqué pour expliquer. La loi Tchani Pouloulou n'a rien à voir avec la congolité. Ça n'a rien à voir. Et on cultive comme ça dans l'opinion des choses qui n'en sont pas. Mais c'est à eux que je reproche de ne pas avoir fait suffisamment de ne pas avoir suffisamment vulgarisé. Il s'agit de quoi? Il s'agit, dans un pays comme dans n'importe quel autre pays, de verrouiller certaines fonctions pour des raisons de sécurité nationale, pour l'intérêt supérieur de la nation. Ça n'a rien à voir avec la congolité. Je pense qu'on n'a pas fait la discrimination sur les Congolais. Chaque pays a ses raisons, a ses critères propres. Par exemple, dans certains pays de l'Afrique du Nord, je pense à l'Algérie ou à la Tunisie, il faut être musulman, l'épouse doit être musulmane, les parents de l'épouse de vos parents doivent être des musulmans. C'est un critère comme un autre. Aux États-Unis, qui que vous soyez, si vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous ne pouvez pas accéder à la présidence. Notre pays traverse un moment difficile où il se pose des réels problèmes de sécurité, où les influences des ingérences extérieures sont considérables. Il est tout à fait normal de prendre des dispositions pour ne pas laisser une possibilité d'accès. Mais vous venez de le dire, il y a des ingérences déjà considérables, palpables même. Oui. Mais est-ce que la loi Tchani a vraiment ou promet un certain changement visible pour bloquer la route justement à ces ingérences-là? Non, je veux dire ceci. Il nous appartient en tant que Congolais de pousser au maximum la protection. Oui. C'est tout. Ce n'est pas ce seul critère-là qui suffit. Mais déjà, si on peut faire en sorte que vous qui êtes candidat à la présidence de la République ou présidente, vous ne puissiez pas avoir un époux ou bien une épouse qui est de nationalité étrangère, qui soit de nationalité étrangère, ben, on contribue à verrouiller. Si vous êtes des parents, il est un fait que si vous avez des parents ou un des parents qui est allemand, il est tout à fait humain de considérer que les Allemands... Mais ils sont déjà nombreux aux affaires ici. Mais d'accord, mais... Oui, avec cette question de père et de mère, mais ils sont déjà aux affaires. Oui, mais nous devons... Il faut agir, c'est tout. C'est notre État qui est faible. Je voulais dire que si vous avez un parent allemand, les Allemands auront une porte d'entrée. Je n'ai pas dit que ce sera nécessairement négatif, mais c'est une possibilité. Nous avons notre soeur, nous avons notre frère qui est l'époux ou l'épouse du président de la République. C'est une porte d'accès. Donc ça veut dire qu'à la limite, les services de renseignement allemands peuvent vous utiliser, c'est de bonne guerre. Donc, je veux seulement dire que pour ces fonctions-là, par exemple, particulièrement au niveau de la présidence de la République, dans les conditions actuelles, nous devons être très, très, très rigoureux. C'est tout à fait normal. Ça n'a rien à voir que vous soyez, qu'on fasse une discrimination
entre tel ou tel dans le pays pour toutes les activités. Vous avez suivi la réaction du président de la République aux États-Unis par rapport justement à cette question. La question a été posée au président et il a été un peu mitigé jusque-là. Sa position ne soutient pas totalement Tchani. Mais madame, vous posez la question de Corneille Mouloumba, je vous réponds. Le président de la République est congolais, il peut donner la réponse qu'il veut, c'est son droit. Maintenant, il est un fait que Corneille Mouloumba peut donner tout à fait librement sa réponse. Le président de la République subit c'est illogique qu'il subisse des pressions de ceux qui éventuellement à l'étranger sont derrière tel candidat potentiel. C'est bien connu. Donc, voilà. Qu'il cède à ces pressions, ça c'est possible. Voilà. Mais je vous donne ma réponse tout à fait librement et je ne compte rendre à personne. L'UDPS au pouvoir aujourd'hui, est-ce que la démocratie est-elle en recul? Parce que nous sommes en train de vivre des interdictions de certaines manifestations politiques, justement du côté de l'opposition. Ça laisse à désirer. D'une certaine manière, on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes l'UDPS et aux affaires et on est en train de vivre cette façon de stopper les choses et on peut parler d'un recul de la démocratie. Madame, l'UDPS n'est pas au pouvoir. Félix Tshisekedi est président de la République. L'UDPS n'est pas au pouvoir. Félix Tshisekedi, président de la République, il fait appel aux individus qui estiment pour des raisons qui sont les siennes pour venir participer à ce pouvoir. Mais le parti UDPS, avec ses valeurs, avec ses bagages, avec son combat, est tout à fait en dehors de tout ça. Je vais vous dire ceci, par exemple, que est-ce qu'il est pensable qu'un parti politique qui lutte depuis 39 ans maintenant, n'est-ce pas, en tant que parti politique, dont le combat en fait a commencé en 80, nous avons commencé en 80, avec la lettre ouverte et tous parlementaires, que ce parti politique-là, au bout de bientôt 3 ans d'étant au gouvernement ou au pouvoir, on n'avait pas entendu une seule proposition de loi au Parlement, on n'avait pas entendu une seule grande réforme au niveau économique, au niveau social. Ça n'a pas de sens puisque nous sommes censés, le parti est censé avoir... Mais c'est ce que vous fustigez apparemment, c'est ça? Mais oui, mais je veux dire, c'est pour ça que je veux dire que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Le jour où l'UDPS est au pouvoir, alors il sera au pouvoir. Donc tout ce que nous avons dans nos mallettes, comme projet, comme proposition de loi, comme de réforme, tout cela va sortir et vous sentirez que l'UDPS est au pouvoir. Il n'y a pas que le président Félix, qui est, comme vous venez de le dire, qui est président de la République. Lorsque vous dites que l'UDPS n'est pas au pouvoir, il y a les députés UDPS, nous avons des ministres UDPS, il y a quand même certaines personnalités UDPS qui sont aux affaires. Où est-ce que nous classons toutes ces personnalités-là? Moi, j'assume ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Vous avez des députés qui ont été alignés et qui ont profité du combat politique de l'UDPS pour être élus. Ils sont là au Parlement. Combien avez-vous vu monter à la tribune nous parler pour des députés qui ont mené un combat politique? C'est nous qui avons mené le combat politique. Ce n'est pas ces frères qu'on a alignés, ils avaient de l'argent, ils ont payé, on les a alignés, ainsi de suite. Donc, je veux dire que mais il est impensable que l'UDPS soit au pouvoir, l'UDPS qui se bat pour que les jeunes Congolais aient du travail, donc pour le social des Congolais, pour de grandes réformes, que vous ayez, comme ça, qu'on prenne 56 millions de dollars, qu'on donne à des Turcs pour construire des maisons préfabriquées. Par exemple, alors que nous avons plein de jeunes gens, nous avons des maçons, nous avons le ciment, nous avons tout ce qu'il faut pour construire, et nous avons des architectes, nous avons tout ce qu'il faut. C'est un exemple parmi d'autres. Il est impensable si l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS qui est un parti de patriotes, que vous alliez trouver tous ces militaires étrangers à l'est de notre pays et que nous perdons le contrôle sur cet espace. Donc je veux dire que l'UDPS, c'est un projet de société, c'est une vision de la République, ce sont des valeurs. Et ces valeurs, vous ne les retrouvez aucunement dans ce qui se fait dans le pays aujourd'hui. Donc c'est une façon de dire qu'après votre lutte de toutes ces années, la lecture que vous faites de ce régime ne répond pas vraiment à vos attentes. Vous savez, madame, dans ce pays,
des millions, des dizaines de millions de Congolais nous ont fait confiance aux quatre coins du pays, dans toute la diaspora. C'est parce que nous avions un discours. Ce n'était pas seulement un discours, mais ce discours, nous l'avons construit, nous avons préparé ce que nous allons faire quand nous arrivons au pouvoir. N'est-ce pas? Donc, si nous arrivons au pouvoir, nous savons au moins, ne fût-ce que dans les mois qui suivent, il y aura des réformes importantes que nous allons apporter. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je voudrais vraiment que l'opinion ne se trompe pas. Donc ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, avec l'étiquette de l'UDPS, n'ont pas mérité. Ce n'est pas un thème de ne pas mériter. Une bonne idée reste une bonne idée. Elle peut provenir de vous, de n'importe qui. Ce n'est pas ça le problème. Mais il est impensable, je dis, que l'UDPS soit au pouvoir, que tout se dégrade comme ça se dégrade, et que vous n'entendiez aucune réforme. Puisque vous êtes là, peut-être vous n'êtes pas vraiment visible sur le terrain dans la faisabilité de choses, mais vous êtes quand même là, vous êtes dans l'UDPS comme vous venez de le dire. Il y a toujours moyen de tirer les oreilles, de tirer les draps pour essayer d'arranger les choses. Alors, nous avons toujours fait notre... Bien, vous êtes carrément reculé. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, madame. Ça n'a rien à voir. Lorsque le président de la République, d'abord quand ils étaient en négociation avec le FCC pour la coalition, nous avions fait des propositions. Parce que pour nous, une coalition se fait autour des idées, autour d'un programme. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Une coalition, ce n'est pas une affaire de se partager le poste et le butin. Non, c'est qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Nous avions fait des propositions. On n'en a pas tenu compte. On s'est partagé des ministères, soit. Après, le président a dit qu'on m'a bloqué. Moi, j'ai dit que mais non, on n'a pas bloqué. Parce que si je pose la question, citez-moi, quelle est la loi, quelle est la réforme que vous avez introduite et qui a été bloquée, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'on ne vous a pas bloqué, mais c'est vous qui n'avez pas fait de propositions. Ça, c'est une chose. Lorsque le président a lancé les consultations, nous nous sommes réunis avec les pionniers et nous avons fait des propositions, un mémo, avec toute une série de décisions importantes. Nous avons dit, le temps que nous avons devant nous, si nous pouvions moins apporter telle réforme, n'est-ce pas, et vu que 2 ou 3 réformes, la population se retrouverait et nous accorderait confiance pour la suite. Le prochain mandat. Oui. Nous avons fait le mémo, nous avons déposé à la présidence de la République comme tout le monde. Le président de la République ne nous a pas reçus, nous les pionniers. Je sais qu'il a reçu les Saï-Saï, il a reçu beaucoup d'autres, mais nous, il ne nous a pas reçus. Néanmoins, nous avons fait notre devoir. Qu'est-ce qui a bloqué pour que vous ne puissiez pas... Vous lui posez la question, lui, vous le recevez la prochaine fois, et puis il vous dit quoi. Mais nous avons déposé le mémo, il existe. À l'occasion, d'ailleurs, on l'a vu en rendu public, nous l'avons vulgarisé, nous avons fait beaucoup d'émissions à la télévision, nous en avions parlé, mais il ne nous a pas reçus. Il est libre, n'est-ce pas? À nous, libres aussi de parler, de constater qu'effectivement, le minimum que nous devions faire pour quand même que la population sente que ces gens ont derrière eux un combat politique n'est pas fait. Donc, nous ne pouvons pas endosser certaines bêtises qui se font. Parlons justement des réformes. L'UDPS est au pouvoir. Bon, entre guillemets, puisque vous dites que c'est Félix Tshisekedi qui est c'est vous qui mettez la parenthèse. Oui, oui. Aujourd'hui, on parle, avec ce régime, on parle de l'état des droits, on parle de cette justice qui traque les voleurs, des deniers publics et tout. Vous, à votre niveau, quelle lecture vous faites du coup? Parce qu'il y a quand même certaines langues qui disent que c'est une justice sélective. Bon. Je ne peux pas dire que voilà, c'est une justice sélective. Je trouve que Alinguete fait un bon travail, dans ce sens que nous avons toujours dit qu'il faut terroriser les voleurs, les détourneurs des deniers publics et des biens publics et de l'État, tout ça. Mais Alinguete, il n'est pas la justice, n'est-ce pas? Alors, notre souhait aurait été qu'effectivement, qu'on voit les cours des tribunaux faire leur travail, qu'on voit la cour, comment dirais-je, que les tribunaux fassent leur travail, n'est-ce pas? Et qu'il y ait des condamnations, et qu'il y ait restitution des biens volés, ou qu'il y ait confiscation des biens. À ce moment, on verrait que oui, il y a justice. Mais si on dit que voilà, on se contente de superflu, de ce qu'Alinguete a dit, ou bien qu'on va poursuivre un tel, qu'on va faire des enquêtes, oui, les enquêtes en elles-mêmes, c'est une bonne chose, mais elles débouchent sur quoi? Est-ce qu'il y a des procès, même publics, comme on a vu sur les caméras par exemple, des procès publics
qui permettent d'informer la population et qui est de condamnation. Et lorsque vous êtes, Kamel a été condamné. L'argent dont on a parlé est où aujourd'hui? Est-ce qu'il a été restitué? Mais lors de son procès, on a entendu parler de certaines décisions allant dans le sens de confisquer telle chose, de restituer. Mais c'est ça que la population a besoin de voir. C'est ça qui rend crédible. Voilà, on a arrêté un tel. Il y a beaucoup de gens qui ont volé. Beaucoup, parce que le système est tel qu'il est. Alors maintenant, ceux qui ont volé, c'est qui? Ils ont volé combien? Et comment le procès aide à comprendre les mécanismes qui ont été mis en place. Et puis, il faut restituer. Si on n'est pas en mesure de restituer, il faut saisir tous les biens. Donc apparemment, c'est un travail inachevé. Mais je constate qu'il est inachevé parce que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu qu'un tel a restitué. Il a restitué combien? Il a été versé où? N'est-ce pas? Avec une interdiction de sortir du pays pendant autant d'années pour ne pas jouir éventuellement de ce qui a été placé à l'extérieur. Vous voyez, il faut être très, très, très rigoureux. Et pour moi, ça n'a pas encore été le cas. Donc, pour moi, c'est... Alinguette, oui, c'est mon travail, mais ce n'est pas ça. Alinguette, ce n'est pas le tribunal. Alinguette, ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas la justice. C'est un inspecteur qui dépend du président de la République, n'est-ce pas? Donc, sa marge de manœuvre est limitée, son action est limitée, il ne peut pas aller au-delà. Et pour servir notre État, pour cet État de droit, il est important que la justice soit faite. Nous, les Péniens, on a même fait une proposition pour que le tribunal de Matete, par exemple, qui avait commencé à mener ces actions, soit érigé en tribunal spécial contre la corruption et le détournement. Alors, donner tous les moyens pour faire les inspections, de telle façon, quand on vous dit qu'on vous envoie à Matete, vous commencez déjà à trembler parce que vous savez qu'on va fouiner. Donner les moyens technologiques aujourd'hui, les moyens modernes, donner l'argent, donner les équipements les nécessaires, les moyens de déplacement, donner les bureaux qu'il faut, engager beaucoup de jeunes et les former pour combattre la corruption et permettre de ramener dans nos caisses de l'État. Il est insensé qu'un pays comme la RDC ait un budget de 5 milliards de dollars. C'est insignifiant, c'est zéro, n'est-ce pas? Donc, tout commence déjà par mettre de l'ordre. Parce que si vous ne mettez pas de l'ordre, alors vous avez un seau qui a des trous en bas. Vous pouvez verser autant que vous voulez dedans, il ne restera rien. Il faut commencer par boucher. Vous bouchez, alors maintenant vous pouvez remplir. Et une question, entre le régime actuel et l'autre régime, c'est-à-dire le régime de la Kabylie, vous avez quand même senti de différences jusque-là, palpables, que vous pouvez aussi évoquer. Mais mon problème, moi, c'est aller au-delà. Je pense que Joseph Kabila a fait ce que lui pouvait faire. Il y a un nouveau régime qui doit, à mes yeux, prendre ce qui a été positif, ce qui a été réussi, ce qui a été construit par le passé et continuer à améliorer, à ajouter. Je considère que des décisions comme le code minier, parmi les soubassements importants pour la relance de notre pays. Je pense que organiser les élections nous-mêmes sont de bonnes décisions. Exiger le départ de la MONUSCO, c'est une bonne décision. Renforcer notre armée, c'est une bonne décision. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, on dit que l'armée congolaise est la 8e africaine, très bien. Maintenant, la question est comment la faire passer de la 8e à la 5e ou à la 4e ou à la 3e? Comment avoir 2-3 millions de militaires au sein de notre armée? Comment former des commandos, des parachutistes pour protéger, pour combattre ce qui se passe à l'Est? Ce n'est pas aller demander aux Américains, aux Belges, aux Français de venir. Non, c'est notre pays, c'est notre devoir de le protéger. Donc, je veux dire que ce qui est important, c'est, si vous voyez les contrats chinois là, que l'on minimise, mais moi j'attache une importance particulière parce que ce n'est pas pour rien que vous avez vu le patron du Fonds monétaire débarquer ici pour qu'on stoppe cette affaire-là. On a stoppé parce que les Congolais n'ont pas compris. Je n'ai pas vu de partis politiques descendre dans la rue manifester pour soutenir. Mais, madame, si ce travail était poursuivi au niveau où il était, aujourd'hui, madame, je suis convaincu qu'il serait possible de prendre une voiture ici à Kinshasa et d'arriver à Kasumbalesa. Parce que c'était un grand projet et nous avons les moyens. Jusque-là, on pillait tous nos minerais, mais si on trouve le moyen de faire en sorte que les minerais, nous les échangeons contre les infrastructures, c'est très positif.
Donc, par exemple, tout ça, ça fait partie de subventions importantes, comme comment dirais-je, le service national. Le nouveau pouvoir, c'est comment amplifier. Faire en sorte que le service national soit présent dans toutes les provinces de notre pays. Faire en sorte que ce contrat soit amplifié. Donc, moi, j'appelle ça, nous avons des soubassements, il faut maintenant le pilier. Je pense que le régime, le président a fait ce qu'il a fait dans ces conditions, qui a dû affronter aussi le M23, qui a dû affronter le SNDP, tout le reste, et peu importe tout ça. Maintenant, continuons, nous faisons quoi aujourd'hui pour cette population? La question est là, et c'est sur base de ça qu'on va nous juger. Et c'est sur base de ça que vous allez être évalué en 2023, bientôt les élections, et justement 4 ans au pouvoir, le bilan de l'UDPS. Quel discours vous allez tenir devant la population? Je continue. Vous insistez, madame, le pouvoir du UDPS. Nous n'assumons rien de ce qui est en train de se passer. J'insiste, je parle congolais, je dis, vous avez fait confiance pendant des années. Des Congolais, membres de l'UDPS, ont été torturés, tués. Pour les Congolais, le social, par exemple, ne décolle toujours pas. Et vous avez quand même des comptes mais ça n'a pas de sens. Mais je dis encore une fois, et je retiendrai le même discours que je vous tiens aujourd'hui, nous avons des idées claires, nettes, précises. Pourquoi? Parce que notre combat nous a permis de comprendre aussi à quel niveau se trouvent les nœuds. Madame, nous avons un pays où tout ce qui pousse dans le monde peut pousser chez nous. Oui. Que ce soit fruits, légumes, tout ce qui pousse dans le monde peut pousser ici. Nous avons le climat, nous avons les terres, tout ce que vous voulez. Nous avons tous les minéraux du monde pratiquement, les plus recherchés. Alors, expliquez comment dans ce pays on peut avoir faim. Comment dans ce pays on peut avoir une monnaie dont la valeur ne déborde pas nos frontières. Ce sont des questions fondamentales. Comprendre ça, c'est amorcer le combat pour changer. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. J'ai vu récemment, vous aussi sans doute, le ministre, je crois, de l'économie qui était parti en Namibie pour négocier les Thomson, n'est-ce pas, pour qu'ils arrivent à un prix intéressant. J'ai dit, mais c'est ridicule. Mais c'est ridicule. C'est que vous n'avez rien compris. Au lieu d'aller négocier l'achat de bateaux de pêche pour notre fleuve et pour nos lacs, vous allez négocier qu'on nous amène les Thomson ici. Mais quand on nous amène les Thomson, on crée les chômeurs ici. Alors que si vous donnez des bateaux à des jeunes Congolais, même à crédit, ils vont les pêcher. Et nous allons avoir du très bon poisson, du poisson frais. Votre discours ressemblerait un peu à celui de la Mouka, si quelqu'un certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Oui, parce que là, vous relevez beaucoup de points qui ne sont pas peut-être considérés par le régime en place. Et jusque-là, comme tu le confirmes aussi, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais finalement, vous proposez, vous n'êtes pas écouté. Voilà. Donc, j'insiste, je vous répète que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Ce que je vous dis là, ce sont les idées de l'UDPS. Ce sont les décisions que l'UDPS prendrait si l'UDPS était au pouvoir. L'UDPS n'est pas au pouvoir. Finalement, ceux qui sont au pouvoir, ils viennent d'où? C'est les origines. Je ne sais pas si bien. Oui. Mesdames, mais s'ils venaient de l'UDPS, ils appliqueraient ce que je vous dis là. Parce que c'est ça que nous avons accumulé, c'est ça que nous avons dans nos mallettes, c'est ça que nous voulons appliquer. Alors, maintenant, il est clair que si le président de la République a comme conseiller principal Mike Hammer, n'est-ce pas, qui est là pour défendre les intérêts des États-Unis, les États-Unis, comme tous ces pays occidentaux, n'ont aucun intérêt à ce que le Congo se développe. Pourquoi? Parce que si nous développons, si nous sortons le nez de l'eau, si nous avons à manger, alors avec tout ce qu'il y avait comme potentiel, nous sommes un très très grand pays dans tous les sens du monde. Nous pouvons aller très très loin. Nous sommes le pays leader en Afrique. Alors tout ce monde ne veut pas ça. Et c'est pour ça qu'on nous maintient le nez juste au-dessus de l'eau. On vous donne le Thomson, on vous donne les cuisses de poulet, alors qu'ici on peut élever autant de poulet que l'on veut. Le poulet mange quoi? De maïs? N'est-ce pas? Mais Félix Tshisekedi a hérité justement des bavures aussi du régime passé, entre autres ces dossiers de Bukanga Lonzo et tout. Donc s'il y avait quand même des gestes prometteurs, aujourd'hui avec ce régime actuel, on aurait dû avoir deux choses, encore une fois. Il y a le régime passé, il y a le régime actuel. La question est, que fait le régime actuel pour donner du crédit aux jeunes Congolais pour qu'ils aient...
En décembre, on va manger, vous verrez des cartons de poulet arriver de l'Europe et tout ça. Donc, ça veut dire que les Européens ont travaillé, eux, et ils déversent chez nous leur production à eux, n'est-ce pas? Mais, madame, nous savons que les poules ont besoin de 6 mois pour être matures et se reproduire, n'est-ce pas? Nous savons qu'en décembre, il va falloir distribuer des poules, des poulets, n'est-ce pas? Mais alors, donnons des francs congolais aux Congolais pour qu'ils aillent produire, pour qu'ils aillent élever des poules. Nous avons des espaces. Sur le plateau de Bateke ici, on peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donnons de l'argent aux jeunes Congolais pour qu'ils aillent élever des poulets que nous allons manger en décembre. Pour quelle raison on va sortir des millions de dollars pour acheter des poulets, de cuisses de poulet en Europe pour distribuer ici? Par exemple, voilà les aberrations. Nous avons ici, maman, nous avions ici UTEX Africa, nous avions, comment dirais-je, Soteski, beaucoup de compagnies. Nous sommes là, systématiquement, à acheter, ramasser en Europe des ballons d'habits qu'on vient de vendre ici chez nous. Alors que nous avions des usines. Et pendant ce temps, nous fermons ces usines. Qui dit Soteski dit coton, dit production de coton, dit agriculteur, dit ceci, dit cela. Voilà des choses, des aberrations. Nous avons parlé les poissons séchés, ils viennent de l'extérieur, généralement, n'est-ce pas? On les sèche pour les conserver. Nous avons le lac le plus poissonneux du monde, le lac Tanganyika. Allez au bord du fleuve, arrêtez-vous au bord du fleuve, vous ne verrez aucun bateau de pêche. Maman, est-ce pensable? Un fleuve qui a je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, de quelle distance de longueur, avec des potentiels extraordinaires. Maman, vous savez que le Congo peut vivre seulement de son fleuve. Seulement de son fleuve. Du transport, du trafic, de l'exploitation, de la production de courant, de la pêche et tout ça. Mais nous ne faisons rien, nous ne décidons rien. Et nous sommes là tout le temps à l'extérieur pour aller demander de l'argent, emprunter là-bas, emprunter ici. Et que nous sommes un pays indépendant, un pays souverain, un pays qui a organisé les élections, qui l'a financé lui-même, qui a montré qu'il pouvait le faire, et donc avoir les mains libres. Et nous retournons en arrière. C'est ça les aberrations que nous connaissons. Donc, attention, n'allez pas dire du coup de la Mouka. La Mouka est un truc pour les étrangers. Hein. La Mouka a été... Ah bon? C'est un truc des étrangers? Madame, la Mouka a été créée à Genève, n'est-ce pas? La réunion de Genève a été convoquée... Zito et Fayou ne sont pas de Congolais? Non, ils sont Congolais qui contestent ça. J'ai dit, vous parlez de la Mouka, non? La Mouka a été créée à Genève. À Genève, c'était une réunion convoquée par les Blancs qui voulaient trouver... Donc, en fait, ils donnaient... comment dire, nous imposer quelqu'un qui allait être le candidat de l'opposition pour que l'Assemblée des Congolais le vote comme président. Officiellement, c'est les Congolais qui ont choisi, mais en réalité, c'est eux qui ont choisi. Qui avait présidé la réunion de la Mouka? La réunion de la Mouka a été présidée par M. Alan Dos. Alan Dos, c'est qui? C'est l'ancien patron de la MONUSCO ici. Et tu ne peux pas venir travailler pour la MONUSCO ici au Congo sans être de la CIA. Donc, ça veut dire que, comment est-il pensable que des puissances étrangères désignent quelqu'un qui doit être notre président? Vous comprenez? Donc, dans cette logique-là, nous sommes mal embarqués. Si l'étranger vous impose pour devenir président et qu'il vous soutient, ça veut dire que cet étranger, n'est-ce pas, va vous imposer ses volontés parce que ce qu'il fait n'est pas gratuit. C'est logique, c'est le bon sens. Alors, quand on se revendique de la Mouka, moi je dis, mais comment des gens qui prétendent devenir chef, devenir leader d'un pays aussi grand, un pays leader d'Afrique, puissent aller se mettre au service des puissances étrangères? Et quand ils sont arrivés là-bas, on leur a retiré le téléphone comme des enfants, on ne peut pas communiquer, et puis on leur fait signer des engagements par les Blancs. Madame, nous sommes des Congolais. Les démarches de la Mouka, les contestations et tout, n'ont pas de sens. Aucun. Ils n'ont aucun sens. Il devait y avoir une marche aujourd'hui. Je vous pose la question, pourquoi cette marche? Non, il y a eu compromis entre eux le gouvernement. La marche a été simplement reportée. Je veux dire, quel était l'objet de cette marche? Mais ils ont des objectifs. Ils contestent déjà l'organisation de la CENI et tout. Où est le problème? Où est le problème? Donc, ils marchent pour la bonne cause. On ne va pas dire... Quelle est cette bonne cause, madame? Puisque,
Nous avons ici, à quelques mètres d'ici, un parlement, n'est-ce pas? Et que ce parlement a adopté des lois. Si on ferme le parlement, je comprends qu'on marche. Mais vous ne pouvez pas aller au parlement, on vote les lois là-bas, et vous dites, non, je conteste, vous contestez ce que le parlement a adopté, vous siégez au parlement, vous allez dans la rue. Il y a des contradictions fondamentales. Pour qu'une loi passe à l'Assemblée nationale, ça passe toujours par des votes. Est-ce que les députés Lamouka sont majoritaires? Absolument pas. Oui, mais si vous n'avez pas... Oui, mais vous savez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas réussi, à convaincre les Congolais de voter pour vous, la faute à qui? La faute à qui? On ne peut pas vouloir le contraire. Vous n'avez pas eu de députés. Le parti de Fayoul, je ne sais pas s'il a 3 ou 4 députés sur 500. Admettez que, vous n'allez pas imposer votre volonté aux... Puisqu'ils sont minoritaires, justement, ils ne peuvent pas faire entendre leur voix. Mais s'ils peuvent... Ils doivent recourir justement à des marches pour... Non. Vous êtes au Parlement, vous demandez la parole, vous montez à la tribune et vous parlez. Cela ne suffit pas. Mais alors, vous voulez brûler le pays? Non, mais alors, donc, le pays. Vous montez à la tribune, vous parlez. À vous de convaincre les autres députés. Si vous ne parvenez pas à les convaincre, tant pis pour vous. C'est la démocratie. Le chef de l'État a rassuré qu'il y aura élection en 2023. Jusque-là, les esprits sont quand même apaisés avec les élections en 2023. Mais il y a un problème qui se pose. L'absence du consensus. Pouvons-nous croire et espérer aux élections crédibles et apaisées? Non, mais moi, le chef de l'État dit qu'il y aura élection en 2023. Je constate que nous sommes en septembre, bientôt on termine. On n'a pas de bureau de la CENI. Pour qu'il y ait des élections en 2023, il y a des opérations parce qu'on parle de processus électoral, il y a des opérations qui doivent précéder. Mais si ces étapes ne sont pas franchies, comment on aura les élections en 2023? Donc moi, je constate que pour le moment, oui, il a dit ça, mais moi, je ne vois pas encore en quoi, puisque il est si sûr que ça, puisqu'on n'a pas encore, on n'a même pas encore le bureau de la CENI. On n'a même pas encore le bureau de la CENI. Comment on peut être sûr? Donc pour le moment, on est en l'air. Ce que moi je crains, c'est quoi? C'est qu'on n'ait pas des élections en 2023, justement. Pourquoi? Parce que quand je vois l'attitude des autres plateformes qui ne veulent pas donner leur nom de candidat pour le bureau de la CENI, par mauvaise foi, je vais m'expliquer. Alors, ça veut dire que ça va traîner encore. À un moment donné, on va dire qu'on ne sera plus à mesure de organiser les élections. Donc, ce sont des fausses manœuvres, justement. Mais oui, c'est des manœuvres. Pourquoi? Parce qu'on a décidé que, librement en tant que Congolais, que le président de la CENI doit être désigné par les confessions religieuses. Exact. Et les confessions religieuses ont adopté une charte pour leur fonctionnement. Cette charte dit que, comment dirais-je, que les décisions des confessions religieuses se prennent par consensus. Il y en a 8. Que s'il n'y a pas consensus, on passe au vote. Bien. C'est une décision des confessions religieuses. Ils ne parviennent pas à trouver un consensus. 6 sont d'accord pour un candidat, 2 autres ne sont pas d'accord. Dans tous les cas de figure, ce sont eux qui doivent désigner. Dites-moi un peu, la plateforme FCC ou je ne sais pas quelle autre plateforme, pourquoi on ne donne pas ce candidat? Parce qu'on a besoin, en dehors de la société civile, on a la majorité, on a l'opposition. Chacun, de son côté, doit donner des gens. Quel est leur problème à eux? Pourquoi ils ne donnent pas? Non, on doit attendre d'abord que les confessions religieuses se décident. Qu'est-ce que ça va? Donnez vos gens. Si vous êtes de bonne foi, donnez vos gens pour qu'on ait de l'avance. Qui tire les ficelles jusque-là? Pourquoi ça bloque un peu? Parce qu'on va aller au dialogue et que tout le monde devait être... en fait, on revient en arrière. Le pays était embarqué sur la voie d'une gestion normale d'un pays. Et maintenant, tout le monde va aller au dialogue pour se faire pour participer alors à un gouvernement d'union et se faire de l'argent. Voilà, donc il n'y a rien de positif dans tout ça. Donc le bureau de la CENI ne sera pas mis en place? Mais s'il n'est pas mis en place, on devra aller au dialogue. Parce qu'on ne peut pas faire des élections, on ne peut pas décider comme ça. Voilà, on n'aura pas les élections. Les élections sont considérées. La seule possibilité, c'est qu'il y ait un compromis politique. Qui dit compromis politique dit dialogue.
Et ça favorise le glissement. Mais c'est ça le glissement. Mais c'est ça le glissement. C'est complètement aberrant pour notre pays parce que nous avions franchi cette étape. Nous avons organisé des élections. Nous avons élections que nous avons financées nous-mêmes. Nous avons même bloqué que les étrangers viennent pour nous imposer leurs hommes. Au lieu de faire en sorte que nous puissions... Et il aurait fallu même déjà, dès le lendemain des élections, on commence à préparer les élections suivantes. Qu'on désigne ce qu'il faut pour faire partir, de mettre en place de nouveaux bureaux, de faire le travail. Parce qu'entre-temps, on devait faire le recensement, on devait faire l'identification. Et on devait, tout ce travail-là qui devait être fait, on avait tout le temps pour le faire. Nous sommes là aujourd'hui, on n'a pas encore commencé le recensement ni l'identification. On n'a pas encore le bureau. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va nous revenir en arrière parce qu'on va chercher, commencer encore à dialoguer, de compromis, alors que nous devions mettre notre pays sur les rails avec des cycles réguliers, d'élections et tout ça, pour apaiser, pour stabiliser le pays. Mais maintenant, on remet, chaque fois qu'on doit passer par le dialogue, par de compromis, on porte atteinte aux institutions, on fragilise les institutions. Et c'est très négatif. Donc le chef a parlé, c'est seulement une question des mots, mais dans la faisabilité, ça ne promet pas. Mais nous constatons, moi à mon niveau, je ne vois pas à ce stade, observant un peu attentivement, voyant les intentions des uns des autres, les calculs politiques qu'ils font, j'ai l'impression qu'on va tout droit vers un dialogue. Et le chef de l'État n'est pas en position de force, parce que pour moi, il n'a pas le contrôle pas suffisamment cette majorité union sacrée. Alors à partir de ce moment-là, la marge de manœuvre elle est limitée. Nous allons devoir clôturer avec vous, M. Corneille Mulumba. Pour mettre un terme à notre émission, vous allez nous donner un vœu pour le pays, pour la RDC, pour les autorités, les dirigeants, bien évidemment aussi pour le président de la République. Vous avez certes des bonnes idées, vous avez proposé, mais là, je vous donne l'occasion de faire un vœu pour votre pays. Merci beaucoup, madame. Moi, je voudrais vraiment que les Congolais fassent un effort pour comprendre c'est quoi ce pays. Nous avons le meilleur pays du monde. Dieu nous a gâtés, Dieu nous a bénis. Nous avons tout dans ce pays. Mais ayant conscience que le monde entier, toutes ces grandes puissances ont besoin du Congo, n'est-ce pas? Mais ça ce n'est possible que si nous-mêmes, nous réalisons qui nous sommes et que nous nous mobilisons pour nous défendre. Personne ne nous fera des cadeaux. Formons, éveillons-nous, dotons-nous de dirigeants qui aient les mains libres, qui soient des vrais Congolais, des patriotes congolais pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons vraiment, comme je dis, un petit pays comme la Corée du Nord, 25 millions d'habitants, a une armée de 1 250 000 habitants, plus 5 millions de réserves. Pour quelle raison un pays comme la RDC ne peut pas avoir 4 ou 5 millions de militaires? Nous avons une sorte de formation de commandos à Kotakoli. Pourquoi nous ne formons pas de commandos pour nous défendre? Nous avons un pays aussi vaste, ça doit avoir des parachutistes. Pourquoi nous n'en formons pas? Pour quelle raison nous avons sur notre sol une armée qui s'appelle la MONUSCO, une armée étrangère, contrôlée, dirigée par l'étranger, financée par l'étranger, que nous ne commandons pas, que nous ne contrôlons pas? Prenons-nous en charge, comme dirait M. Laurent Désiré Kabila. Prenons-nous en charge. Nous avons tout ce qu'il faut. Réveillons-nous. Nous sommes dans un profond sommeil. Réveillons-nous et nous servirons, pas seulement notre population, mais nous servirons l'Afrique. Merci beaucoup, M. Corneille Mulumba. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est par ces propos que nous allons boucler la boucle de ce magazine. Merci à vous de votre sympathique attention. Vous allez nous suivre à Kinshasa, mais aussi à travers le monde. Merci à l'équipe technique pour votre assistance et merci également à la coordination. Et à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.